La situation évolue dangereusement à nos frontières. Je dis bien que la situation évolue dangereusement et j'ai l'impression que personne n'est conscient. Nous avons fait une autre émission sur ce qui se passe au nord du Mali, notamment à Kidal. Le nord du Mali, Kidal, encore une fois, une région située à 500 et quelques kilomètres de la frontière algérienne, à 1000 kilomètres et quelques de Tamanrasset, à 600 kilomètres de Temiaouine, à même pas 1000 kilomètres de Tenzawatin. Voilà, ça vous paraît loin peut-être, mais dans un pays désertique, dans le désert, dans le Sahara, c'est pas très loin. 500, 600 000 kilomètres, c'est vraiment pas très loin. C'est l'une des villes les plus proches de la frontière algérienne au niveau du Mali, au niveau du nord du Mali, une région qui fait l'objet, vous le savez très bien, depuis 2012-2013, de plusieurs violences politique et d'une large opération de déstabilisation. Il y avait les séparatistes Touareg, le mouvement Azawad, ensuite des groupes terroristes, ceux qui sont affiliés à Al-Qaïda au pays du Maghreb, ceux qui sont affiliés à l'État islamique à Daesh en Afrique. La situation elle est catastrophique à nos frontières. Depuis le mois d'août dernier, les violences ont repris. L'armée malienne a déclaré la guerre aux rebelles Touareg alors qu'elle était censée observer un accord de paix qui est celui de 2015. L'accord de paix de 2015, on vous a expliqué l'importance de cet accord de paix, que l'Algérie, 8 ans après l'accord de paix, n'a plus lieu d'être, alors que cet accord de paix quand même a garanti à la minorité touareg d'observer, de vivre en paix avec l'État malien. Je rappelle que le Mali est l'un des pays qui abrite la plus importante communauté touareg dans l'Afrique subsaharienne. Il y a 800 000, plus de 800 000 terguis, on va dire, plus de 800 000 terguis, personnes d'origine, personnes terguis, voilà, il y a plus de 800 000 personnes dans la communauté touareg au Mali. C'est l'une des plus importantes communautés composantes du Mali. Il y a plus de 1,5 million de terguis à travers l'ensemble des pays de l'Afrique subsaharienne, dont l'Algérie, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et la Libye. Les deux pays qui abritent le plus grand nombre de terguis, ou les deux communautés les plus importantes de Touareg, ce sont le Niger et le Mali, avec approximativement plus de 800 000 individus pour les deux pays. Au nord du Mali, il y a une tradition d'Europe depuis les années 60, il y a un malaise entre les Touaregs et l'État central malien. Ce malaise a éclaté de façon spectaculaire après 2012, la chute du régime de Kadhafi qui a permis aux séparatistes Touareg de récupérer beaucoup d'armes, de lancer une opération militaire pour libérer le nord du pays. L'armée malienne a encaissé beaucoup de pertes. L'Algérie, comme le Burkina Faso, comme le Côte d'Ivoire et les pays et l'Union africaine, elle s'est mêlée, elle est intervenue pour imposer un accord de paix. L'Algérie a pu, grâce à ça, au respect, à la crédibilité dont elle dispose au Mali, grâce au respect que lui vouaient des différentes factions maliennes, grâce à ses réseaux de contacts et de sources, grâce à ses relais qui lui permettent d'avoir une certaine influence au sein des autorités maliennes, grâce à ses contacts, à sa proximité avec tous les dirigeants maliens, elle a pu imposer en juin 2015 un accord qui permettait d'imposer un cessez-le-feu entre les factions maliennes qui étaient regroupées autour de la coordination des mouvements de l'Azawad. Ensuite, la coordination a changé parce qu'il y a une dizaine, les Touaregs, ils ont une dizaine de mouvements armés. Une dizaine de mouvements armés. Après, il y a eu plusieurs, maintenant je vous les détaille parce que les Touaregs ont formé plusieurs mouvements. Le dernier mouvement qui a occupé la ville de Kidal depuis 11 ans, la ville de Kidal était entre les mains des Touaregs, c'était le cadre stratégique permanent. C'est une alliance de groupes armés Touareg. L'accord d'Alger consistait à quoi? L'Algérie a pu convaincre les dirigeants maliens et les autorités maliennes et les groupes Touareg de faire un processus de paix. Que tout le monde laisse tomber, que tout le monde arrête de les hostilités, qu'ensuite on rend les armes et que les Touaregs s'intègrent dans l'armée malienne, qu'il y ait une sorte d'autonomie, une forme d'autonomie régionale au nord du Mali, une implication des Touaregs dans la prise de décision et une dynamique au niveau du développement local au nord du Mali. L'Algérie s'était même proposé d'investir, de donner des fonds pour développer le nord du Mali et elle avait totalement raison à l'époque. Totalement raison parce que l'Algérie elle a bien compris que si le nord du Mali n'est pas pacifié, n'est pas calme, n'est pas sécurisé, son extrême sud sera toujours menacé. Je rappelle que nous avons nous-mêmes au moins des chiffres, au moins 200 000 terguis qui vivent en Algérie, au moins, au bambou. Et on n'a pas des chiffres très précis parce que le gouvernement algérien n'aime pas la logique des minorités, n'aime pas reconnaître qu'on a des minorités dans notre pays, mais nous avons au moins dans les 200 000. Et là, à chaque fois qu'il y a un problème au nord du Mali ou là au nord du Niger, le Niger aussi avait connu des guerres, comme c'était davantage dans les années 90, le processus de réconciliation au Niger a beaucoup mieux fonctionné qu'au nord du Mali, parce qu'au nord le Mali malheureusement beaucoup plus déstabilisé et instable que le Niger.
Le Niger, il y a l'uranium et tout ça. Il a un peu plus de richesse pour financer la paix sociale. Le Mali, c'est vraiment beaucoup plus compliqué que cela. Donc, l'Algérie avait raison, avait compris que si les pays voisins sombraient dans les foyers de tension avec les interventions des puissances étrangères, c'est la sécurité de l'Algérie qui serait menacée. Quand le feu éclate, quand le feu se déclenche chez ton voisin, ben les flammes risquent de ravager ta maison. Donc l'Algérie avait bien compris sa stratégie. Mais malheureusement, le régime actuel, il est démissionnaire. Depuis le début des affrontements entre l'armée malienne et les factions Touareg, la diplomatie algérienne ne réagit pas, les autorités algériennes ne réagissent pas, aucun membre du gouvernement ne parle. Abdelmajid Tebboune ne s'est même pas exprimé sur la question du Mali. Il s'est exprimé plusieurs mois de cela, on va dire qu'en ce moment, Ahmed Attaf, il a été reçu, par le président de la Sierra Leone en Guinée équatoriale, parce qu'en Guinée équatoriale, il y a apparemment un sommet sur la paix, il y a un sommet, il y a un sommet africain sur la réforme du Conseil de sécurité. Donc, les ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine se sont retrouvés là-bas. Moi, j'aurais aimé voir Attaf aller à Bamako pour parler aux dirigeants maliens. Le problème à la Roche, la priorité de l'Algérie, c'est pas d'appeler à la réforme au changement de la composante du Conseil de sécurité de l'ONU. On a un problème, il y a le feu il y a un incendie très dangereux chez notre voisin. Ça pourrait impacter directement nos frontières. D'après les sources que nous avons pu contacter, les sources militaires et sécuritaires, l'armée algérienne, elle a renforcé sa présence au niveau de la bande frontalière avec le Mali, sauf que nous avons plus de 1300 km de frontière avec le Mali. Et à Bibi, si on doit surveiller 1300 km avec le Mali, plus de 900 km avec la Libye, combien de milliers de kilomètres aussi avec le Maroc, le problème avec la Tunisie, nous sommes entourés. Il y a une ceinture du feu. Il y a une véritable ceinture du feu qui menace l'Algérie. L'armée algérienne ne pourra pas tout contrôler et tout surveiller. Le désert, il est immense. Il est vraiment immense. Et soyons logiques. À un moment donné, la solution militaire et la surveillance ne peut pas tout expliquer. On ne peut pas. On a 956 km de frontière avec le Niger, 1367 km avec le Mali, 1559 km avec le Maroc, 983 km avec la Libye, et 965 km avec la Tunisie. Et tous les pays qui nous entourent, où il y a des guerres civiles qui vont au Mali, ou des problèmes, ou des crises politiques dangereuses qui peuvent mener vers la guerre comme au Niger, où nous sommes nous-mêmes en guerre contre eux comme le Maroc, une guerre non déclarée, ou la Libye ravagée aussi par la guerre civile et par l'instabilité, même si la paix règne de façon momentanée, en attendant, je sais pas, est-ce qu'il y aura des élections présidentielles, est-ce qu'il y a une nouvelle, quel est le futur de la Libye? Les Libyens eux-mêmes ne le savent pas. Une Tunisie qui est dans une situation de quasi-faillite, qui fait l'objet de plusieurs ingérences étrangères. Alors, on a entouré des problèmes. Normalement, l'Algérie, au nord du Mali, elle avait une position traditionnelle, elle était écoutée, respectée. Aujourd'hui, tout le monde nous nargue. Normalement, l'Algérie aurait dû convaincre les militaires putschistes maliens le régime militaire malien qui est au pouvoir depuis 2020 de ne pas lancer la guerre contre les Touaregs. Les militaires maliens n'arrivent même pas à neutraliser les groupes armés terroristes alliés à Daesh et Al-Qaïda. Pourquoi faire la guerre et provoquer les Touaregs? C'est pas normal. C'est qu'il y a une volonté de la part des militaires de pourrir la situation. Pourquoi? Pour justifier leur maintien au pouvoir. Comme les militaires maliens ne veulent pas rendre le pouvoir, ne veulent pas d'une transition vers un gouvernement civil, ils ne veulent pas d'organiser des élections démocratiques, pour justifier le statu quo et pour justifier leur mainmise sur le pouvoir, il y a des guerres, nous luttons contre le terrorisme, nous luttons contre les mouvements Touareg, etc., avec le soutien de Wagner et de la Russie. Il y a eu quand même, depuis mercredi dernier, des vidéos circulent qui montrent la milice russe Wagner hisser son drapeau à Kidal. À Kidal qui a, encore une fois, entre 500 et 600 km de la frontière algérienne. Le drapeau de Wagner, l'année qui a flotté sur Kidal. Ça veut dire quoi? Et Wagner l'ont assumé, etc. C'est grâce à Wagner, aux militaires de Wagner, que l'armée malienne a pu reprendre la ville de Kidal et chasser les milices armées Touareg, alors que ce sont les mêmes groupes. L'armée malienne n'a jamais pu gagner réellement la guerre contre les milices armées Touareg, notamment entre 2012 et 2015. Aujourd'hui, avec le soutien russe, l'armée malienne a repris le contrôle de Kidal. Est-ce qu'elle pourra le garder?
La question reste posée. Ensuite, malheureusement, au Mali, on a, comme dans le cas des groupes armés, conserver les villes, ça ne veut pas dire contrôler le territoire. Parce qu'il y aura des formes de guérilla, il y aura des affrontements, il y aura après des attentats. Que vont faire maintenant les groupes armés Touareg? Est-ce qu'ils vont se taire? Comment ils vont riposter? Comment ils voudront se venger? On parle de massacres contre les populations locales. Il y a des réfugiés, par exemple, Touareg qui ont parlé qui ont dénoncé des pillages commis par les militaires maliens soutenus par les paramilitaires russes, des médias et des témoignages répercutés par des médias assez crédibles. Je parle pas des médias français à qui on peut prêter une volonté d'exagérer les faits, de manipuler les faits, parce que les médias français sont contre le régime actuel de Bamako, sont contre les militaires putschistes. Je parle de médias comme les médias allemands, Deutsche Welle par exemple. Il y a plusieurs habitants qui ont dit qu'il y a une panique généralisée au sein de la ville, des maisons qui sont pillées, on assiste à une forme de chasse à l'homme, personne n'est épargné, il n'y a pas de force qui peut intercéder en faveur de la population. En fait, toutes les personnes qui étaient ou qui voulaient pas de la présence de l'armée malienne à Kidal et dans ces régions, les militaires maliens les chassent, les tuent, les torturent, on vole leurs biens, etc. Donc c'est une sorte de vengeance de l'armée malienne contre les groupes armés Touareg et leurs membres et leurs sympathisants. Ce qui peut créer, encore une fois, un nouveau bourbier au Mali, ce qui peut provoquer, ce qui peut pousser les populations civiles à reprendre les armes et intégrer les groupes armés, ou Tchalguerra dans le nord du Mali. Et qui va faire les frais de cette situation? C'est l'Algérie. L'Algérie qui va faire face à un flux de réfugiés, l'Algérie qui risque d'être, des groupes armés risquent de s'infiltrer sur le territoire algérien, l'Algérie il est confrontée à tous les risques. Le problème dans lequel aujourd'hui nous retrouvons, c'est que non seulement nous sommes entourés de problèmes, c'est que nous sommes entourés de conflits, c'est que l'Algérie a une incapacité totale à imposer sa médiation, à imposer ses choix, à imposer la paix au sein de ses voisins, à se faire écouter par ses voisins. Avant Niamey, Bamako nous écoutait. Aujourd'hui, ils nous narguent. Chefna, le Niger, il a refusé au début du mois d'octobre dernier la médiation algérienne. Refus total, il y a eu des communiqués, il y a eu une contradiction dans les communiqués algériens, ensuite les autorités nigériennes ont rappelé à l'ordre les autorités algériennes, l'Algérie a fini par retirer, tout ça s'est passé durant la première dizaine de jours entre le 1 et le 10 octobre dernier. Moraha, l'épisode nigérien, l'épisode malien. Bamako, il n'y a plus aucun responsable algérien qui parle à Bamako, les militaires de Bamako ne veulent plus recevoir un émissaire d'Alger. Les contacts ont été rompus. Les militaires, le dernier Waqila qui a été reçu officiellement, c'était en janvier 2022. Et depuis, la dernière fois qu'un ministre des Affaires étrangères algérien part à Bamako, je sais pas combien ça remonte. Attaf, même pas de Bamako, Attaf rah Niamey. Est-ce que Attaf est parti à Bamako? Je m'en rappelle pas. Voilà, oui. La dernière fois, c'était en avril 2023. Assimi Goïta, le chef de la junte malienne, a reçu Ahmed Attaf en avril 2023. Et depuis, Makayin, Ouelou Yajma. Makayin, Ouelou. Les militaires maliens ne veulent pas nous écouter. On a expliqué hier pourquoi. Parce que les militaires maliens ont l'impression qu'on fait de l'ingérence, qu'on veut soutenir le nord du Mali, qu'on veut soutenir les Touaregs à tout prix, qu'on joue un double jeu. Un jour on est avec eux, un jour on est avec la France. La proximité de l'Algérie avec la France d'Emmanuel Macron dérange les militaires au Niger, dérange les militaires maliens, et pour eux, nous ne sommes plus neutres. On est manipulé par les Français, ou là on est envoyé par les Français, ou là je ne sais pas quoi. En tout cas, il y a cette relation qu'entretient Tebboune avec Emmanuel Macron cause problème. Ces pays sont devenus anti-français, ne veulent plus de la présence française dans la région, ils ne veulent plus de l'influence française dans la région, et comme l'Algérie, elle a un double jeu avec la France, un jour elle est avec, un jour elle est contre, maintenant, il y a le rôle de la Russie. Est-ce que la Russie a averti l'Algérie qu'elle est en train de soutenir une offensive militaire dans l'armée malienne pour chasser les groupes Touareg? Est-ce que la Russie assume le fait de financer l'armée malienne, de la soutenir militairement contre la rébellion Touareg? Une rébellion qui a été accueillie à Alger à maintes reprises et qui est partie prenante de l'accord de paix en 2015 à Alger. Et normalement, l'Algérie, elle est censée être l'intermédiaire entre les Touaregs et l'armée malienne. Maintenant, même les Touaregs vont nous regarder à travers. L'Algérie, elle n'est plus crédible. On va plus jamais faire appel à elle. Donc les Touaregs risquent de regarder ailleurs.
ils vont peut-être regarder vers le Maroc, ils vont peut-être regarder vers la Turquie, ils vont peut-être regarder vers le Qatar, vers les Émirats, vers d'autres pays qui ne sont pas de la région et qui ont d'autres intérêts et qui pourraient alimenter ou la armer les Touaregs ou les inciter à faire la guerre contre les militaires maliens ou Tchalf Mali. C'est ça le problème. Nous avons perdu une certaine crédibilité. C'est dangereux de perdre cette crédibilité. Parce qu'encore une fois, quand personne ne veut t'écouter ou ne veut te consulter ou la personne ne veut t'associer à un processus de paix ou à un processus militaire ou la politique, tu es mis hors jeu et donc comme tu es le grand pays de la région, l'Algérie, elle est là géographiquement, économiquement, politiquement, c'est le grand pays de la région, elle est en train d'être éjectée de l'échiquier du Sahel et c'est très dangereux. Jamais dans l'histoire de l'Algérie, même au cours de la décennie noire, jamais nos voisins comme le Mali et le Niger n'ont jamais nargué l'Algérie. Jamais. Là, on a l'impression qu'on est nargué, que les militaires maliens ne veulent pas de notre intervention. Assimi Goïta, il l'a dit déjà à Ramtan Lamamala lorsqu'il a été au Mali. C'était en janvier 2023. Le problème du Mali sera réglé par les Maliens. كارثة يا جماعة. كارثة بمعنى الكلمة. Là, on n'est plus personne, nous écoute. Le Bamako, comme Niamey, ne veulent pas de la proposition d'une médiation algérienne, des efforts de l'Algérie. Pour eux, l'Algérie n'est pas crédible, elle n'est pas digne de confiance. Ils reprochent quelque chose à l'Algérie. Je suis sûr, moi j'ai compris, toutes mes sources m'assurent que c'est en relation avec la France. Maintenant, il y a beaucoup de problèmes aussi. C'est que, avec le terrain diplomatique, avec le terrain sécuritaire, normalement, on a des services de renseignement. Que fait la direction de la documentation de la sécurité extérieure? Oui, bien sûr, c'est le rôle du service de renseignement d'avoir des relais, de faire du lobbying, d'avoir des sources au Mali, de séduire les dirigeants maliens, de gagner leur faveur, de les calmer, de les rallier vers l'Algérie. Ça, c'est le rôle des services de renseignement, de donner les véritables clés, les véritables données, les véritables clés de compréhension de la crise malienne pour que les diplomates et les présidents de la République en Algérie sachent comment se positionner. Je vois la DSE, il est totalement ébranlé. Mille fois. Nous payons le prix de la déstructuration des services de l'enseignement. 3 ou 4 patrons en 4 ans, c'est pas normal. La DDSE, elle a été, depuis 2021, ébranlée. Plusieurs changements. Au sein de son organigramme, on envoie à l'étranger, dans des ambassades, des officiers qui n'ont rien à voir, qui proviennent de la sécurité militaire, ou de la gendarmerie, ou de d'autres services de sécurité qui n'ont rien à voir avec le renseignement extérieur. Normalement, ce sont des officiers qui maîtrisent les langues étrangères, qui connaissent les sciences politiques, qui ont fait des cursus dans les relations internationales, qui sont aptes à travailler à l'étranger. Tu n'en vois pas un officier qui faisait l'infiltration des groupes armés في بليده ولا في مديه وتحطوا نتايا responsable du bureau de sécurité في المالي ولا في النيجر. Donc il y a un problème au niveau du renseignement extérieur. Il faut demander des comptes, des bilans. Personne ne nous écoute. C'est dangereux ce qui se passe. C'est dangereux ce qui se passe à nos frontières. La diplomatie algérienne, elle est inefficace. Les services de renseignement sont encore plus inefficaces. Où est-ce qu'on va? On risque d'avoir une grande crise régionale sur la gueule et c'est nous qui payons les frais. Parce que ni la Turquie, la Russie, le Qatar, les Émirats, la France, l'Union Européenne, les États-Unis sont des pays qui sont loin. Ils sont loin de la région. Ce ne sont pas eux. Quand il y aura des guerres, des réfugiés, des risques de famine, des risques de déstabilisation dans la région, c'est pas eux qui vont payer les conséquences. Ce sont nous. C'est nous, c'est l'Algérie qui va payer les conséquences. C'est dangereux. Jamais le pays ne s'est retrouvé dans une position diplomatique aussi indélicate. Il faut absolument que ça change. Il faut absolument qu'on nous explique qu'est-ce qui se passe réellement entre l'Algérie, le Mali et le Niger. Et pourquoi ça bloque et pourquoi ces deux pays voisins nous narguent alors qu'on était considérés comme leurs grands frères, même voire leurs grands protecteurs.